Imaginez que vous vous retrouviez téléporté en 1914. On vous apprend que vous devez être engagé dans un conflit qui va mêler toutes les grandes nations européennes. Ça serait quoi votre réaction? Je crois qu'on serait tous un peu terrifiés dans cette situation. Peut-être parce qu'on sait la tournure horrible que vont prendre les événements de la Première Guerre mondiale. Mais Ernst Junger, autour de qui va tourner cette vidéo, lui, il est déchaîné. Il a à peine 19 ans et l'aventure qu'il avait rêvée pendant toute sa jeunesse se présente enfin. Au début de la guerre, dans son journal, il écrit « Nous avions quitté les salles de cours, les bancs de l'école, les établis, et les brèves semaines d'instruction nous avaient fondu en un grand corps brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, des grands périls. La guerre nous avait donc saisis comme une ivresse. C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de rose et de sang. Nul doute que la guerre nous offrit la grandeur, la force et la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile, de joyeux combats de tirailleurs dans les prés où le sang tombe en rosée sur les fleurs. Pas de plus belle mort au monde. Surtout ne pas rester chez soi, être admis à cette communion. » Mais l'enchantement d'une guerre de joyeux tirailleurs où le sang tombe sur les fleurs s'arrête presque aussitôt après avoir commencé. Alors qu'il se croit encore à l'abri dans un cantonnement au tout début de la guerre, un obus frappe le bâtiment et tue de nombreux soldats. Dans ses journaux de guerre, il décrit la scène avec beaucoup de détails et on y apprend que des bouts de cervelle à ce moment-là avaient volé partout. Mais Junger s'aperçoit de quelque chose. Ce spectacle répugnant, qui certes lui a provoqué un sentiment d'horreur comme il n'en avait jamais connu, le laisse pourtant maître de lui-même. Il ne s'effondre pas, ne vomit pas et ne tombe pas dans les pommes. Maintenant, il le sait, il a la solidité mentale pour affronter cette guerre, dont il prend conscience qu'elle n'aura rien à voir en termes d'horreur à ce que l'humanité a connu jusque-là. Et justement, dans cette vidéo, on va suivre Ernst Junger dans le plus dur de la guerre, comme vous le verrez. Mais surtout, on va voir les principes philosophiques que Junger a tirés de son expérience, et je crois vraiment que c'est des principes qui valent de l'or, puisqu'ils ont été extraits des épreuves les plus difficiles, des périodes les plus éprouvantes et de l'horreur de la guerre. Vous l'aurez compris, on ne parlera pas ici de concepts philosophiques produits dans le calme d'une bibliothèque, mais de vérités que Junger a extraites de son sang et de l'épreuve de combat dont l'intensité dans la violence n'ont jamais connu d'équivalent. Alors accrochez-vous pour ce voyage dans les méandres de la guerre et dans la quête philosophique d'un des hommes les plus remarquables du siècle dernier. Mais avant de reprendre les aventures de Junger dans la guerre, il y a deux choses que je voudrais faire. La première, c'est un avertissement, dont on pourrait croire que c'est une astuce pour vous faire rester sur la vidéo, mais pas du tout. Les scènes que raconte Junger et qui seront rapportées, ainsi que sa psychologie, peuvent vraiment choquer. Et l'histoire des bouts de cervelle qui volent qu'on a raconté jusqu'avant, c'est de la pacotille contrairement à ce qui va suivre. Alors si vous vous sentez un peu sensible, je vous conseille pas de regarder la vidéo. Et la deuxième chose que je voudrais faire, c'est simplement vous dresser en quelques secondes le portrait psychologique de Junger tel que je l'ai compris. Ce qui m'apparaît comme vraiment remarquable chez lui, c'est que c'est un guerrier d'un courage impitoyable. D'un courage tel qui peut même nous apparaître effrayant à nous qui n'avons connu que la paix. Mais là où Junger apparaît comme vraiment unique, c'est qu'en fait, c'est un poète. Quelqu'un qui arrive à voir presque au-delà du monde, qui arrive à constater une beauté subtile dans des contextes où règne le chaos et la mort. Et là où je suis toujours surpris en lisant Junger, c'est que sa dimension d'homme d'action qui côtoie presque la folie coexiste simultanément chez lui avec un esprit contemplatif, d'une immense noblesse et d'une grande tranquillité comme vous le verrez. Mais reprenons, si vous le voulez bien, les aventures de Junger dans la Première Guerre mondiale. On est au tout début de la guerre et il s'apprête pour la première fois véritablement à vivre son baptême du feu. Dans Orage d'acier, son livre le plus connu où il raconte son expérience de la guerre, il écrit « La bataille des Éparges fut mon baptême du feu. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé puisque j'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires. Et le jeune Junger, qui, souvenez-vous, n'a que 19 ans à ce moment-là, comprend que cette guerre sera une guerre technicienne. C'est à cet instant qu'il comprend que l'ambiance du conflit ne sera pas celle de joyeux combats de tirailleurs, mais un déluge technicien titanesque où l'homme est réduit à l'état de fourmi face au gigantisme incompréhensible de moyens techniques meurtriers. Assez rapidement, en 1915 et du fait qu'il a obtenu son bac, chose qui était très rare pour l'époque, il devient officier, et pas n'importe où puisqu'il devient chef de troupe dans les Sturmtruppen. Et c'est là que les choses vont prendre une tournure radicale pour Junger parce que les Sturmtruppen, les troupes de choc en français, ce sont des soldats d'élite placés en première ligne et sollicités pour les offensives les plus risquées. Junger va donc se retrouver âgé de 20 ans à commander un bataillon de commandos qui va effectuer, vous le verrez, des missions extrêmement périlleuses. Par exemple, et c'est juste un avant-goût de ce qui va suivre, au début 1916, il est chargé d'une mission d'espionnage nocturne des lignes ennemies. Tandis qu'il se trouve juste à l'entrée d'une tranchée anglaise, caché derrière un arbuste avec deux autres soldats, ils sont repérés.
et il y a tout un bataillon anglais qui va se mettre à leur recherche. Sur cette situation, il a des mots qui sont extrêmement beaux. Il nous dit « L'œil et l'oreille sont tendus à l'extrême. Le frôlement de pieds inconnus dans l'herbe haute qui se rapproche prend une intensité menaçante. La respiration devient saccadée. Soudain, en petit claquement métallique, la sûreté d'un revolver anglais vient d'être escamotée. Ce bruit traverse les nerfs comme un couteau. Les dents grincent sur les cordons de nos grenades. Le choc sera bref et meurtrier. » On tremble à cet instant sous l'effet de deux sentiments contradictoires. L'émotion du chasseur portée à son comble et l'angoisse du gibier. On est en monde pour soi tout imprégné de cet état d'âme sombre et épouvantable qui pèse sur le terrain désert. À cet instant, Younger et ses compagnons le savent, c'est un combat au corps à corps qui s'apprête à être mené, mais par chance, l'ennemi ne les trouve plus et ils parviennent à rejoindre leur tranchée. Au retour, ils sont surexcités par l'énorme décharge d'adrénaline qu'ils viennent de recevoir, et Younger décide de retenter la mission d'espionnage le lendemain, et en plus, il lance le défi de faire un prisonnier. Donc le lendemain, avec 3 hommes et quand la nuit est tombée, ils vont traverser le No Man's Land en rampant pour retourner dans les tranchées adverses. Cette fois-ci, ils ne seront pas repérés tout de suite et ils auront le temps d'observer les soldats anglais qui font des travaux sur les tranchées. Ils sont à moins de 10 mètres et Younger et son petit groupe s'apprêtent à leur lancer une grenade pour les tuer. Mais de nouveau, les soldats anglais vont s'apercevoir d'une présence et ils vont se disperser. Younger, qui connaît bien la guerre, connaît déjà la suite des événements. Les Anglais vont mettre une mitrailleuse en batterie et lui et son groupe vont sans doute trouver la mort dans quelques minutes. Maintenant, il n'y a plus le choix, il faut fuir le plus vite possible, sous les rafales, donc évidemment le chaos s'installe dans son groupe, et dans leur retraite, Younger va tomber dans un trou d'obus. Ses camarades qui le croient mort décident de l'abandonner. Le problème pour Younger, c'est qu'il fait nuit noire, qu'il a la jambe un peu cassée et qu'il est totalement perdu. Il ne sait pas comment rejoindre la tranchée, mais quelques minutes après, il entend des bruits qui se rapprochent. Des chuchotements. Il attend les premiers mots anglais pour jeter une grenade et tirer avec son revolver. Mais finalement, il reconnaît ses compagnons qui étaient venus le chercher et qui pensaient qu'il était mort. La nuit suivante, tandis qu'ils sont rentrés à leur tranchée et qu'ils sont toujours en première ligne, le bataillon de Younger se fait harceler d'obus et d'explosifs avec ordre de tenir la position. Après cette nuit blanche, la journée s'enchaîne par une incroyable attaque de gaz des Anglais le matin et un déchaînement d'obus et de mines l'après-midi. Puis la nuit d'après, une nouvelle attaque de gaz. Et le lendemain, dès l'aube, encore des obus. Puis l'après-midi, une offensive anglaise dans les tranchées allemandes, où les soldats s'affrontent au corps à corps et où les Anglais parviennent à faire des prisonniers. Et je vous demande d'imaginer, bien que ça soit impossible, ce qu'on peut ressentir à cet instant comme épuisement, comme fatigue psychique dans ce contexte. Le traumatisme inouï que ça doit être. Comment est-ce qu'on se sentirait après 2 nuits blanches sous le feu de l'artillerie, entouré par le chaos et la mort, obligé de tenir la position sous le gaz et devant livrer des combats à la manière de bêtes sauvages? C'est tout simplement inimaginable. Mais surtout, et ça Younger ne le sait pas encore, tout ça n'est qu'un prélude. Le prélude de la gigantesque bataille de la Somme qui s'apprête à avoir lieu avec ses 450 000 morts à elle seule, et où l'artillerie britannique tire 1 700 000 coups en une semaine. Et Younger, évidemment qui est en première ligne, va se retrouver en plein milieu de cet enfer. Et je vous dis mon ressenti, quand il écrit dans Orage d'acier l'état dans lequel il se trouve au début de la bataille de la Somme, on a vraiment l'impression qu'il commence à vriller. Il écrit « C'est là et au fond de toute la guerre, c'est là seulement que j'observais l'existence d'une horreur étrangère comme une contrée vierge. Ainsi, en ces instants, je ne ressentais pas de crainte, mais une aisance supérieure et presque démoniaque, et aussi de surprenants accès de fou rire que je n'arrivais pas à contenir. » Les premiers signes de la folie se manifestent donc. Mais Younger se ressaisit et malgré des semaines passées sous les bombardements, il se prend d'un sentiment d'invulnérabilité. On pouvait nous écraser, non pas nous vaincre, écrit-il. La bataille de la Somme se passe et Younger reste en vie malgré l'enfer quotidien qu'il traverse. Pour le reste, et pour l'essentiel de sa période de guerre, vous savez que j'aime bien résumer les choses avec des schémas simples et récurrents. Pour le coup, c'est assez facile. Il est dans le quotidien de cette guerre, il observe poétiquement le déchaînement de feu qui s'abat continuellement, il effectue des missions extrêmement périlleuses et des combats au corps à corps, il va être blessé gravement de nombreuses fois, et il traverse tous ces événements avec un détachement et une dignité presque surnaturelle. Mais c'est surtout sur la dernière année de la guerre, en 1918, que le pire va se manifester à lui. Le 19 mars, il est chargé avec sa troupe de faire une percée dans les lignes ennemies sous les bombardements pour préparer la grande offensive allemande qui s'apprête à avoir lieu. Mais soudain, un sifflement retentit. Ils le savent tous. Cet obus, il est pour eux. Un fracas énorme retentit et Younger est projeté et étourdi. Quand il ouvre les yeux,
Ce qui décrit comme la vision la plus horrible qu'il verra de sa longue vie se manifeste. La vision d'un cauchemar infernal, le plus profond abîme de l'épouvante, pour reprendre ses mots. Toute sa section est décimée par l'obus. La trentaine d'hommes avec qui il a affronté l'enfer de la guerre et noué une amitié comme aucune période de paix ne saurait en produire, sont pratiquement tous morts, leurs membres disloqués et calcinés par l'obus. À ce moment, Jünger, pourtant d'un courage impitoyable, s'effondre complètement face à ce spectacle. Il commence à s'enfuir en courant, mais les cris d'appel à l'aide des rares survivants le forcent à revenir sur la scène épouvantable. Il écrit « L'un des bleus que je préférais, Jasinski, à qui un éclat avait fracassé la cuisse, se cramponnait à mes jambes. Maudissant mon impuissance à lui porter secours, je me contentais de lui taper sur l'épaule, désemparé. De tels moments se gravent en nous. Je fus obligé de remettre les soins des malheureux au seul brancardier survivant pour conduire hors de la zone de danger la petite troupe qui s'était rassemblée autour de moi. Moi qui, une demi-heure auparavant, étais encore à la tête d'une compagnie sur le pied de guerre, j'errais maintenant avec quelques hommes complètement abattus à travers le lacis des tranchées. Le lendemain, Jünger et les survivants, forts de nouvelles recrues trouvées dans la hâte, doivent retourner en première ligne. Mais les Anglais et les Français sont bien décidés à terminer la guerre, et c'est un déluge de feu comme Jünger n'en a jamais vu qui se manifeste. Les lois naturelles, écrit-il, semblaient suspendues. L'air tremblait comme au jour brûlant de l'été, et ses papillonnements faisaient danser de ci de là des objets immobiles. Des bandes d'ombre noires filaient à travers les nuages de fumée, et le vacarme était devenu absolu, on l'entendait même plus. J'étais comme perdu dans un rêve à travers l'ouragan. Le cerveau ne se cramponne plus à la réalité que par le chiffre que me donnait ma montre. Soudain, l'ordre est donné de faire assaut sur les lignes ennemies. Jünger et sa troupe sortent de leurs tranchées et c'est toutes les premières lignes de tous les camps qui vont s'affronter. Face à ce spectacle, Jünger est pris d'un sentiment incroyable. Le combat final, l'ultime assaut semblait venu, écrit-il. Ici, le destin de peuples entiers était jeté dans la balance. Il s'agissait de l'avenir du monde. J'avais, bien que par la seule intuition, conscience de la gravité de l'heure, et je crois que chacun sentit à ce moment-là fondre tout ce qui en lui était personnel et que la crainte sortit de lui. Puis Jünger et les soldats allemands parviennent finalement aux tranchées anglaises, et ils vont se livrer réciproquement en combat acharné qui va s'étaler pendant des heures. Et il y a juste une dernière histoire que je voudrais vous raconter, c'est le dernier assaut que Jünger va livrer pendant cette guerre. Ce jour-là, il est vraiment dans un état catastrophique, il est fatigué, malade, et sans qu'il comprenne exactement pourquoi, il est certain de trouver la mort. Et il était pas loin de se tromper puisqu'il y a une balle qui vient lui perforer le poumon au tout début de l'offensive. Cette fois, mon compte était bon, pensa-t-il. À l'instant même où je me sentis atteint, je compris que la balle avait tranché la vie à sa racine. Tandis que je m'écroulais pesamment sur le sol de la tranchée, j'avais la certitude d'être irrévocablement perdu. Et chose étrange, ce moment a été l'un des très rares dont je puisse dire qu'ils ont été vraiment heureux. Je compris dans cette seconde, comme à la lueur d'un éclair, ma vie dans sa structure la plus secrète. Je ressentais une surprise incrédule de ce qu'elle dut se terminer en ce lieu précis, mais cette surprise était empreinte d'une grande gaieté. Finalement, il meurt pas, mais il est dans un sale état et autour de lui c'est un immense chaos. Les Allemands sont à moitié en train de capituler, les Anglais continuent de tirer sporadiquement et y font des prisonniers, mais Jünger, qui sent encore le souffle glacé de la mort le parcourir, arrive à reprendre ses esprits et à se déplacer. Il ne me restait plus que le choix entre la captivité ou une balle, écrit-il. Je rampais hors de la tranchée et marchais d'un pas vacillant vers Favreuil. On eût dit l'un de ces cauchemars où l'on se sent les pieds collés au sol. La seule circonstance favorable était peut-être la confusion, telle que d'un côté on échangeait déjà des cigarettes, tandis que de l'autre on continuait de s'entrégorger. À cet instant, 2 Anglais qui ramenaient un groupe de prisonniers du 99e vers leur ligne me barrèrent la route. Je plaquai mon pistolet sur le corps de l'un d'entre eux et appuyai sur la détente. L'autre déchargea son fusil sur moi sans m'attendre. Ces efforts violents chassaient le sang de mes poumons en spasmes clairs. Je pus respirer plus librement et commencer à courir le long du bout de tranchée. La grande saignée que j'avais subie me donnait la liberté et la légèreté de l'ivresse. Rien ne m'inquiétait que la perspective de m'écrouler trop tôt. Finalement, il est récupéré par un brancardier et les soins vont réussir à le sauver. Et quand il se réveille de son coma, il reçoit le télégramme suivant. Sa Majesté l'Empereur vous a conféré la Croix pour le mérite, qui est la distinction militaire la plus prestigieuse à cette époque. Au nom de la division tout entière, je vous adresse mes félicitations. Voilà, on en a fini avec le voyage de Jünger dans la Première Guerre mondiale. Tout ça avait pour but de vous donner un aperçu de ce qu'il a traversé pendant cette guerre, même si on a à peine effleuré la chose et je vous conseille vraiment de lire Orage d'acier.
Mais en fait, c'était pour vous montrer sur quel type d'enclume Junger a forgé les principes philosophiques qu'on s'apprête à voir. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de ces principes, qui, du fait qu'ils ont permis à Junger d'affronter le pire en restant noble et courageux, peuvent peut-être aussi nous aider dans les situations de nos vies. Et je veux aussi vous dire que la réflexion de Junger, qui a écrit énormément de livres, couvre un champ assez large. Il a beaucoup réfléchi sur la technique, sur la politique, sur l'art, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur ses réflexions plus existentielles, sur des choses qui seraient possibles de lui emprunter au quotidien pour affronter plus dignement les situations compliquées de nos vies. Et je crois que le concept le plus important qu'a compris Junger dans cette perspective, c'est le détachement. Pour lui, face au pire, on n'est pas obligé de subir la situation et il y a toujours un moyen de porter son regard au-delà de ce qui nous arrive. De vivre la situation sans être obnubilé par elle, d'y assister comme un spectacle. Et chez lui, on le voit très clairement, quand il est sous le feu ou dans des combats d'une grande intensité, il arrive à trouver la force de poser un regard lointain sur ce qui arrive alors qu'il est totalement immergé. Soit qu'il trouve quelque chose à analyser, soit qu'il décèle dans la scène auquel il prend part une forme de beauté quelconque. En tout cas, et c'est ce qui ressort dans Orage d'acier, dans le plus dur des situations auxquelles il a été soumis, il y a une curieuse ambivalence où il semble à la fois totalement plongé dans la situation, et en même temps on dirait qu'il est en train d'analyser la scène à des centaines de mètres avec ses jumelles de poète. Et dans ce cadre, je m'apprête à dire une évidence, mais il y a vraiment un salut à trouver dans le fait de prendre de la distance face aux événements. Et c'est pas si facile parce que, je crois qu'on s'en est tous rendu compte, quand on est totalement immergé dans une situation, c'est extrêmement difficile d'observer les dynamiques qui sont à l'œuvre, d'en comprendre les enjeux et les forces, et de se désengager émotionnellement, tout ce qui est nécessaire au fait de se distancier. Tout ça, ça demande vraiment un travail, j'ai l'impression. Quant à Junger, on peut vraiment dire que c'est le maître du détachement, et ça se vérifie sur plein d'aspects. En particulier sur le fait que la haine de l'ennemi est totalement absente chez lui. Il est tellement détaché de la guerre dont il est pourtant au centre, qu'il arrive à ne pas haïr ceux qui veulent le tuer. Il éprouve même un certain respect pour l'adversaire, parce que son détachement arrive à lui faire comprendre que le soldat d'en face traverse exactement la même chose que lui. Mais le plus important, selon moi, c'est que la distance qu'arrive à prendre Junger face aux événements terribles, ça n'est pas du tout une sorte de fuite intérieure qui serait la conséquence d'une lâcheté à affronter la chose, on l'a bien vu, Junger est tout sauf en lâche. Je crois plutôt que cette distance participe en fait d'un mépris noble du danger et de la gravité des situations. En fait, Junger arrive à se persuader lui-même que tout ce qui traverse n'est rien, et qu'au fond c'est lui qui domine l'événement, et pas l'événement qui le domine. Et cette domination prend une forme très subtile, puisqu'elle s'actualise dans une vision poétique. Pour le dire en une phrase, Junger domine les événements en regardant ce qui dans le monde permet de voir au-delà du monde par le biais de catégories esthétiques. Il y a d'ailleurs une citation magnifique qu'on peut lier à ça. « Quand le monde nous semble vaciller sur ses bases, dit Junger, un regard posé sur une fleur peut rétablir l'ordre. » Et je crois que l'ordre dont il parle est avant tout un ordre intérieur. Autrement dit, ce que je comprends de cette phrase, c'est que, quand tout vacille autour de nous, il faut trouver la beauté dans le monde pour le dépasser et reprendre possession d'une harmonie intérieure. Je sais, et je me rends compte a fortiori en le disant, que ça peut sonner un peu hippie, cette histoire d'harmonie intérieure qui émane de la contemplation de la beauté du monde. Mais est-ce que j'ai besoin de préciser que Junger est tout sauf un hippie, et que ce principe lui a permis de supporter le pire de la Première Guerre mondiale? Et je vous donne simplement 2 exemples pour illustrer ça, même si on a des centaines dans son récit de la guerre. Le premier, où il vient d'assister à la mort d'un jeune de sa compagnie, il écrit « L'homme qu'un coup dans le ventre avait tué était un tout jeune garçon. Il était couché parmi nous et s'étirait presque voluptueusement, comme un chat au rayon tiède du couchant. Il passa du sommeil à la mort avec un sourire d'enfant. Ce fut un spectacle devant lequel nulle impression triste ou désagréable ne me troubla. » Et puis, pour l'autre exemple, souvenez-vous, c'est quand il est face au pire bombardement qu'il a jamais vu. Et à ce moment-là, il écrit « Les lois naturelles même semblaient suspendues. L'air tremblait comme au jour brûlant d'été, et ses papillotements faisaient danser de ci de là des objets immobiles. Des bandes d'ombre noire filaient à travers les nuages de fumée. » Et on est d'accord qu'il y a une poésie derrière tout ça. Derrière ces choses-là qui sont horribles, que ce soit la mort du petit jeune ou les bombardements, c'est des choses qui nous terrifieraient. Mais Junger, lui, il arrive à voir la beauté derrière ces horreurs. Et je veux quand même vous dire que Junger n'est pas un psychopathe, c'est même tout le contraire, c'est quelqu'un de plutôt sensible. Il y a une scène que j'ai pas évoquée où Junger est confronté seul à seul avec un soldat anglais dans le cœur d'une bataille. Le soldat, plutôt que de dégainer son revolver, lui montre une photo où il est avec sa femme et ses enfants. Et Junger arrive à se contrôler et laisse partir le soldat. Donc Junger n'est pas un psychopathe. Et il y a des fois où il est tout simplement horrifié et où il n'arrive pas à trouver de la beauté.
Donc il n'y a pas non plus d'idéalisation des aspects les plus répugnants de la guerre chez lui. Pour reprendre en termes de la philosophie nietzschéenne, Junger n'est pas dans un arrière-monde. Il n'invente pas de toute pièce une beauté pour se protéger des horreurs. C'est simplement que son œil de poète extrêmement affûté arrive à saisir le petit détail qui, dans le chaos et la laideur, contient de l'ordre et de la beauté, et il s'y accroche. Par conséquent, pour résumer, si Junger a réussi à ne pas sombrer dans la folie face aux pires difficultés, c'est du fait qu'il réussissait à pratiquer un détachement poétique assez élaboré, où derrière le spectacle de la mort, des obus, de la boue et des cadavres pourrissants, il réussissait à trouver l'élégance dans une petite scène, dans un rayon de soleil bien positionné ou dans une fleur qui a réussi à se maintenir au milieu du no man's land. Et je crois que tout ça c'est à notre portée. Il faut simplement habituer son regard à chercher les belles choses et à les chercher particulièrement dans les périodes difficiles. Ça permet de prendre de la distance face aux événements et potentiellement de mieux les maîtriser. L'autre élément clé de sa philosophie de l'existence, c'est la volonté systématique de se dépasser, d'embrasser à bras le corps la difficulté et de surmonter avec panache toutes les épreuves. Et il y a une citation magnifique que je peux pas m'empêcher de vous livrer pour introduire ça, qui figure dans son livre Le combat comme expérience intérieure, où il nous dit « Ne pas se laisser ébranler, sourire jusqu'au bout, et quand bien même le sourire ne serait qu'un masque devant soi-même, cela n'est pas rien. L'homme ne peut pas faire plus que de mourir en se dépassant, et même les dieux immortels en sont jaloux malgré eux. » Mais la bravoure, chez lui, le dépassement de soi, ça semble toujours viser vers un idéal existentiel esthétique. Autrement dit, se dépasser pour Junger et affronter les difficultés, c'est le chemin privilégié qu'a l'homme pour accéder à la beauté. Pour lui, rien n'est plus digne et beau que l'esprit chevaleresque, et il nous le dit directement, être brave, autrement dit faire face à tous les coups du destin, écrit-il, c'est le sentiment le plus beau et le plus fier qui puisse être. Et c'est une pensée qui offre un contraste saisissant avec notre époque, qui a totalement mis de côté cet idéal chevaleresque, qui autorise et presque encourage les pleurs et la victimisation, qui déteste toute forme de conflit. À notre époque, Junger dirait « tout ça est une grave erreur ». Le conflit et les difficultés sont les seuls lieux où peuvent s'actualiser la bravoure et le dépassement de soi, qui sont les conditions nécessaires d'une existence belle et virile. Et sans ça, toute élévation est impossible, et on est pris de manière inéluctable dans le chemin de la dégénérescence. Et notre époque en est le parfait exemple. Parce que notre époque, précisément, c'est celle du traumatisme généralisé, où chaque expérience négative est prétexte à sombrer dans le dolorisme et dans la pleurnicherie. Et je vous demande d'imaginer le sentiment qu'aurait Junger s'il se retrouvait parmi nous. Lui qui a traversé les pires événements presque qu'a connu l'espèce humaine avec un esprit de bravoure chevaleresque, vous croyez qu'il penserait quoi des conséquences démesurées qu'ont sur nous les minuscules incidents de nos vies d'individus des temps de paix? Je crois qu'il trouverait ça dérisoire, ridicule, et à juste titre. Et personnellement, je me dis souvent quand quelque chose m'apparaît difficile ou pénible, que Junger a traversé pire que ceux que je ne pourrais jamais vivre, avec la froideur du héros sachant faire face à tous les pires coups du destin. Donc je me dis que si lui a réussi à faire tout ça et à rester noble, je peux bien me débrouiller pour en faire autant avec les petits tracas de ma vie. Donc en fait, il y a chez Junger un double encouragement à la bravoure. Un encouragement théorique qui vient du fait qu'il théorise la bravoure et le dépassement de soi comme source des plus belles choses qu'il est possible de réaliser, et un encouragement pratique qui vient de l'exemple qu'il a donné à travers sa vie. Et d'autre part, sa volonté de se dépasser ne pointe pas vers un but transcendant. Junger, à ce moment-là, est un athée radical, il n'est pas un patriote névrosé, et il n'a aucun autre but que celui de s'éprouver lui-même dans une aventure à travers le feu de l'action. D'ailleurs, on a parfois l'impression que chez lui, la bravoure n'est pas tellement le moyen destiné à réaliser quelque chose, mais est une finalité en tant que telle. Autrement dit, ce qui frappe chez Junger, c'est l'immanence radicale de son courage. Si bien qu'on peut peut-être voir derrière tout ça le reflet d'une quête de sens dans un monde qui est perçu comme totalement absurde. En repoussant ses propres limites, il tente peut-être de trouver une signification profonde dans l'acte même de se dépasser. Et son athéisme, qui est loin d'être dépourvu de spiritualité, est peut-être ce qui a stimulé une quête intérieure pour découvrir une signification qui émanerait de son propre courage et de sa détermination. Peut-être aussi que son insistance à vivre l'expérience de la guerre dans toute sa plénitude est une tentative de défier l'indifférence apparente de l'univers et de créer un sentiment de signification à partir de sa seule force. En fin de compte, son désir de s'éprouver lui-même dans des situations extrêmes pourrait être une forme de réponse à la question fondamentale de l'existence humaine: comment donner un sens à une réalité qui n'en contient aucun. Et chez Junger, le chemin pour s'élever au-dessus des limites imposées par l'absurde et la précarité de l'existence, il s'engage dans la voie d'une forme d'expression esthétique de la bravoure. Pour le dire plus simplement et directement, la réponse qu'il apporte au problème de l'absurdité du monde,
c'est de sculpter une narration esthétique de son existence qui se concrétise dans le combat et la lutte. Pour conclure, on peut dire que l'athéisme radical de Jünger peut être compris comme une sorte de toile vierge, sur laquelle il peint des tableaux avec l'encre de son sang et le pinceau de son courage. Et par ce geste, il démontre que c'est par le dépassement et par la beauté que l'homme peut trouver un sens à sa vie. Son courage devient alors une œuvre d'art en soi, une manifestation du sublime à travers la bravoure. Voilà, on en a fini avec Jünger. J'espère que sa vision du monde vous a inspiré et que le récit de son expérience de la guerre vous aidera à relativiser les difficultés de vos vies. Encore une fois, il y a plein d'aspects que j'aurais aimé aborder de son œuvre, notamment sa conception du rapport de l'homme à la technique, mais j'ai préféré me concentrer sur la dimension plus existentielle de sa pensée. En guise de mot final, je vous encourage simplement à lire Orage d'acier, qu'on a à peine pu survoler dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Et vous pensez d'ailleurs que c'est le salut par l'écriture, finalement, c'est la seule chose qui importe aux vrais écrivains, non? Je crois que le poète est le seul qui peut changer maintenant les choses.